J'ai rencontré un homme qui ne haussait jamais la voix, ne se mettait jamais en colère, ne cherchait jamais à se justifier. Les portiers, les cadres, les voisins, tous le respectaient profondément. Un jour, je lui ai demandé son secret. Il a souri et a dit « Je ne cherche pas à gagner le respect. Je ne tolère tout simplement pas le manque de respect. Aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment faire cela grâce à des techniques des plus grands philosophes de tous les temps pour imposer le respect immédiatement, partout. » En 1503, Machiavel l'avait compris, trop de paroles affaiblissent l'autorité. Celui qui s'explique beaucoup semble coupable. Celui qui justifie chaque action paraît incertain. Celui qui comble chaque silence trahit un désarroi profond. Le cerveau humain interprète le silence comme un signe de confiance. Quand vous n'avez pas besoin de vous défendre, vous semblez innocent. Quand vous n'avez pas besoin de convaincre, vous paraissez juste. Quand vous n'avez rien à prouver, vous dégagez une puissance naturelle. Le premier conseil pratique est simple, les 3 secondes d'autorité. Chaque fois que quelqu'un vous attaque ou vous met en cause, comptez mentalement jusqu'à 3 avant de répondre. 1, 2, 3. Laissez ce silence faire naître un malaise chez l'autre. Observez comment il commence à s'agiter sur sa chaise, comment il répète la question avec hésitation, comment même son ton change. Ce silence n'est pas passif, il est actif, stratégique, psychologique. Vous ne fuyez pas la confrontation, vous la maîtrisez. Et ce n'est que le premier niveau, le plus simple, savoir créer un silence stratégique. Le silence est la respiration du pouvoir, invisible mais essentielle. La prochaine technique va plus loin et cible une habitude que vous n'avez même pas conscience d'avoir. Nietzsche a remarqué quelque chose sur la nature humaine. Celui qui se justifie admet déjà qu'il doit rendre des comptes et se place donc en position inférieure. Il remet déjà son pouvoir de décision. Pensez aux dernières fois où vous vous êtes expliqué. Désolé, je suis en retard à cause du trafic. Ce n'est pas que je ne veux pas y aller, c'est que je dois travailler. Écoute, je sais que ça paraît bizarre, mais laisse-moi expliquer. Chacune de ces phrases communique la même chose. S'il te plaît, ne me juge pas trop dur. S'il te plaît, continue à m'aimer. S'il te plaît, excuse mon imperfection. Que se passe-t-il si vous dites simplement « je serai en retard, je ne pourrai pas y aller » ou « je préfère ne pas le faire ». Au début, les gens se sentent mal à l'aise, ne savent plus comment réagir. Ils sont habitués à vos longues explications, mais quelque chose d'intéressant se produit. Elles cessent de remettre en question vos décisions, car une explication invite au débat. Une justification ouvre la porte à l'argumentation, mais une décision simple, annoncée sans détour, met fin à la conversation. Vous ne devez rien à personne, si ce n'est de la clarté. Vos raisons vous appartiennent. Vos motivations sont personnelles. Votre vie n'a pas besoin de l'approbation des autres. Essayez cela aujourd'hui. Prenez une décision et annoncez-la sans vous justifier. Se taire, c'est se protéger. C'est tendre un piège où l'ennemi se trahit par impatience. Parler avec fermeté, c'est s'imposer, c'est faire du langage un terrain de maîtrise. Maintenant, le principe suivant va remettre en question ce que vous avez appris sur le fait d'être une personne bienveillante. En 2019, une cadre de 28 ans est entrée dans une salle où 12 directeurs l'attendaient pour la licencier publiquement. Ils avaient préparé une embuscade, documents falsifiés, accusations inventées, témoins achetés. Elle n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas tenté désespérément de se défendre. Elle les a simplement regardés un par un avec un calme qui a complètement changé l'atmosphère. Lorsque leur mise en scène pitoyable fut terminée, elle a dit « C'est tout ». Elle a pris ses affaires et est partie. 3 jours plus tard, tous les 12 ont été licenciés pour fabrication de preuves. Ce qu'elle a fait, sans le savoir, était l'application d'un principe que Schopenhauer a découvert à propos de la dignité. Elle est indestructible quand on ne la cède pas volontairement.
La plupart des gens, lorsqu'ils sont attaqués, paniquent, commencent à se débattre, expliquer frénétiquement, supplier d'être compris. Chaque réaction désespérée confirme les accusations des attaquants. Mais il existe une autre option, le miroir émotionnel. Lorsque quelqu'un vous agresse, vous renvoyez l'énergie sans l'absorber. Vous ne répondez pas par la colère, ne vous défendez pas avec désespoir. Vous observez simplement l'agression comme si vous regardiez un enfant faire une crise. Votre calme face à l'attaque met en lumière l'immaturité de l'agresseur. Votre sérénité révèle son absence de contrôle. Votre dignité intacte rend l'agression encore plus pathétique. La technique pratique est simple. Inspirez profondément 3 fois avant de répondre. Détendez les muscles de votre visage. Gardez le regard fixe mais non agressif. Parlez comme si vous expliquiez quelque chose d'évident à quelqu'un qui n'est pas encore mature. Je comprends votre point de vue. Cela fonctionne mieux que n'importe quel argument. Je vais en tenir compte. Cela désarme toute attaque. Point de vue intéressant. Cela met fin aux discussions sans vainqueur ni vaincu. Vous ne fuyez pas le conflit. Vous vous élevez au-dessus de lui. Mais il y a quelque chose de plus profond qui inspire un respect immédiat. Quelque chose qui vient de l'intérieur et qui ne peut pas être simulé. La personne la plus respectée avec qui j'ai travaillé était une femme de ménage de 55 ans, nommée Marie. Le PDG s'arrêtait pour la saluer. Des directeurs lui demandèrent conseil pendant la pause café. Elle ne criait jamais, ne s'imposait pas, n'essayait pas d'attirer l'attention, mais elle possédait ce que 90% des gens ont perdu, une présence authentique. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre, la capacité d'accepter ses parts sombres sans les nier ni s'en laisser dominer. Madame Marie ne prétendait pas être parfaite, ne cachait pas ses limites, ne mentait pas sur qui elle était, et cette sincérité brutale envers elle-même rayonnait une autorité qu'aucun titre ou diplôme ne peut conférer. Voici le problème. La plupart des gens vivent en mode spectacle, prétendent être plus heureux qu'ils ne le sont, dissimulent leurs insécurités, nient leurs défauts, cherchent à projeter une image qui ne reflète pas leur réalité intérieure. Cette déconnexion entre le masque et l'essence dégage une énergie fausse que les autres perçoivent inconsciemment. Les gens sentent que quelque chose cloche, que vous essayez d'être ce que vous n'êtes pas. Jung a découvert que lorsque vous intégrez vos parts rejetées, vos peurs, vos colères, vos imperfections, vous cessez de gaspiller de l'énergie à faire semblant. Cette énergie libérée se transforme en une présence magnétique. L'exercice pratique est transformateur. Dressez la liste de 3 traits chez vous que vous redoutez d'admettre. Vous pourriez être contrôlant, jaloux ou paresseux. Maintenant, au lieu de nier ces aspects, accueillez-les comme une part de vous. Oui, je peux être contrôlant quand je suis anxieux. Et alors, oui, je ressens de la jalousie. Parfois, cela m'indique ce que je désire vraiment. Quand vous arrêtez de lutter contre vos propres traits, vous libérez une authenticité que les gens respectent instinctivement, car tout le monde en a assez des masques. Accepter qui vous êtes n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris à propos du rôle de victime des circonstances. Combien de fois avez-vous blâmé les autres pour votre manque de respect? Mon patron ne m'apprécie pas. Les gens ne me comprennent pas. Personne ne me donne d'opportunité. Ma famille me sous-estime. Chacune de ces phrases est une confession d'impuissance, une déclaration qui dit que d'autres contrôlent votre destin, une remise en question de votre pouvoir personnel. Sartre a eu une révélation révolutionnaire. Vous êtes entièrement responsable de la manière dont les autres vous traitent. Pas parce que vous méritez un manque de respect, mais parce que vous montrez aux gens comment vous respectez par vos réactions et les limites que vous posez. Si vous laissez les gens vous interrompre, ils continueront à le faire. Si vous êtes trop permissif, ils vous manqueront de respect. Si vous tolérez qu'on franchisse vos limites, ils persisteront. Ce n'est pas une faute morale, mais une responsabilité pratique. Cette distinction est essentielle. La culpabilité paralyse, la responsabilité donne du pouvoir.
Quand vous assumez pleinement la responsabilité du respect que vous recevez, quelque chose change en vous. Vous arrêtez d'attendre que les autres changent, de vous plaindre des circonstances, de vous positionner en victime, et vous commencez à devenir l'architecte de votre propre expérience. Le principe est simple, mais révolutionnaire. Comment puis-je modifier mon comportement pour inspirer davantage de respect, au lieu de me dire que les autres ne me respectent pas? Une question vous place aux commandes, l'autre vous rend dépendant de la bonne volonté d'autrui. Essayez cela maintenant. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti manquer de respect. Au lieu de focaliser sur ce que l'autre a mal fait, demandez-vous « Comment ma réaction a-t-elle permis qu'on me traite ainsi? Quelles limites n'ai-je pas posées? Quel comportement ai-je toléré ?» Cette prise de conscience peut être douloureuse au début, car il est plus facile de rejeter la faute sur les autres que de reprendre le contrôle. Mais cette douleur est libératrice. Quand vous comprenez que c'est vous qui enseignez aux autres comment vous traiter, vous réalisez aussi que vous pouvez leur apprendre à faire autrement. La première étape est de maîtriser vos propres réactions émotionnelles, un savoir que les empereurs de l'Antiquité avaient bien intégré. Pourquoi Marc Aurèle, empereur du plus puissant empire de l'histoire, ne perdait jamais son calme en public? Pourquoi Sénèque restait-il serein, même face aux menaces de mort de Néron? Pourquoi les leaders stoïciens inspiraient-ils le respect, même dans les situations les plus extrêmes? Ils avaient découvert le secret le mieux gardé de l'autorité. Le contrôle émotionnel n'est pas de la répression, mais de l'observation. Beaucoup confondent contrôle avec étouffement. Ils tentent de supprimer la colère, la peur ou la frustration, affichent de faux sourires, répriment leurs émotions avant d'exploser brutalement. Ce n'est pas du contrôle, c'est une bombe émotionnelle à retardement. Le véritable contrôle stoïcien est différent. Vous ressentez l'émotion pleinement, mais sans vous laisser dominer par elle. Vous devenez l'observateur de vos propres réactions. Marc Aurèle pratiquait cela tous les jours. Lorsqu'il ressentait de la colère, il ne cherchait pas à la supprimer, il l'observait. Intéressant. Je ressens de la colère maintenant. Mon visage s'échauffe, mes muscles se tendent, mon cœur s'accélère. Cette observation crée une distance psychologique entre vous et l'émotion. Vous n'êtes pas la colère, vous êtes en colère. Cette différence est libératrice. La technique de l'observateur intérieur fonctionne ainsi. Lorsqu'une émotion forte surgit, faites mentalement un pas en arrière et décrivez ce qui se passe. Je ressens de l'humiliation. Mon estomac se noue. J'ai envie de réagir avec agressivité. Observez simplement. Ne jugez pas, ne combattez pas, notez simplement. Cet espace minuscule entre ressentir et réagir est là où réside votre liberté. C'est là que vous choisissez comment répondre plutôt que de réagir instinctivement. Les gens ressentent quand vous maîtrisez vos émotions, non pas parce que vous êtes froid ou insensible, mais parce que vous contrôlez vos réactions. Cela crée une confiance magnétique. Quand vous n'êtes plus esclave de vos propres impulsions, les autres cessent d'essayer de vous manipuler émotionnellement, car ils perçoivent que vous n'êtes pas facilement perturbé. Mais le contrôle émotionnel, sans le bon timing, peut être gâché. C'est là que peu de gens maîtrisent vraiment l'art de l'influence. Vous êtes en réunion, votre patron vient de prendre une décision manifestement erronée. Tout le monde sait que c'est une erreur, mais personne ne dit rien. Quand devez-vous intervenir? Immédiatement, plus tard, jamais, en privé, en sein. Saviez-vous que le moment choisi pour réagir est plus important que la force de la réaction? Un geste juste au mauvais moment devient une erreur. Un geste simple, parfaitement timingé, devient une victoire décisive. La plupart des gens commettent deux erreurs extrêmes dans leur timing. Soit ils parlent trop alors qu'ils devraient observer, soit ils restent muets alors qu'ils devraient agir. Le premier groupe n'arrive pas à se taire, ressent le besoin de donner son avis sur tout, corrige des détails insignifiants, interrompt les présentations pour faire des remarques évidentes.
Résultat, ils sont perçus comme anxieux et peu sûrs d'eux. Le second groupe ne se positionne jamais, attend le moment parfait qui n'arrive jamais et rate des opportunités par excès de prudence. Résultat, ils sont vus comme hors sujet et passifs. Le temps de réaction stratégique suit 3 règles simples. Premièrement, observer avant d'agir. Sun Tzu disait « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Appliquez cela aux situations sociales. Comprenez la dynamique du groupe avant de prendre position. Qui sont les alliés? Qui sont les opposants? Quel est le climat émotionnel? Deuxième point, choisissez les batailles qui en valent la peine. Toutes les futilités ne méritent pas correction, tout comme toute provocation ne mérite pas réponse. Les personnes respectées ne se battent pas pour de petits territoires, elles gardent leur énergie pour des enjeux qui comptent vraiment. Troisième point, agissez quand les autres hésitent. Les moments d'indécision collective sont des occasions de leadership naturel. Quand tout le monde doute, une voix claire et déterminée prend naturellement les rênes. Revenons à la réunion de l'exemple. S'il s'agit d'une question mineure, laissez passer. Si la décision a un réel impact sur des résultats sérieux, attendez une pause naturelle et dites « Puis-je suggérer une autre perspective ?» Ne critiquez pas la décision, proposez une alternative. Le bon moment transforme un désaccord en conseil. Il transforme une correction en collaboration. Mais même une réaction parfaite peut être compromise si vous forcez le leadership là où il devrait émerger naturellement. Les meilleurs leaders ne cherchent jamais à imposer leur direction. Cela peut sembler paradoxal, mais Lao Tzu a révélé une vérité profonde sur l'influence humaine. Plus vous forcez l'autorité, plus elle vous échappe. Ceux qui cherchent à diriger font beaucoup de bruit. Ils interrompent les conversations pour donner des avis non sollicités. Ils prennent des décisions unilatérales pour affirmer leur autorité. Ils corrigent les détails pour prouver leur expertise. Ils contrôlent les micro-processus pour démontrer leurs compétences. En conséquence, ils sont suivis par obligation, non par choix. Les leaders naturels font l'inverse. Ils posent des questions au lieu de donner des ordres. Que pensez-vous si nous essayons comme ça? Au lieu de « faites-le ainsi », ils proposent des suggestions plutôt que d'imposer des solutions. Une autre approche est de créer de l'espace pour que les autres brillent, plutôt que de monopoliser l'attention. Ils reconnaissent le mérite des autres et valorisent leurs bonnes idées. Voici le paradoxe. Moins vous essayez de contrôler, plus les gens vous suivent volontairement, car vous ne menacez pas leur ego, vous ne rivalisez pas avec eux. Vous créez simplement un environnement où coopérer devient naturel. Cette approche pratique est contre-intuitive. Cessez d'essayer de prouver que vous êtes le leader. Soyez plutôt utile. Résolvez les problèmes que personne d'autre ne veut prendre en charge. Facilitez les conversations difficiles. Mettez en relation des personnes partageant des intérêts communs. Le leadership sans effort ne signifie pas passivité. Cela signifie agir comme l'eau, trouver le chemin le plus efficace, contourner les obstacles plutôt que de forcer, mais ne cessez jamais d'avancer. Quand vous menez de cette façon, les gens vous suivent parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils en ont besoin. Et cette différence est tout. Mais parfois, être utile et collaboratif ne suffit pas. Parfois, vous devez être en désaccord, et cela nécessite un art particulier. Pourquoi, docteur? Le terme « house » n'est pas un nom propre et ne doit pas être traduit. Est-ce qu'on respecte cela en étant délibérément impoli? Pourquoi Tyrion Lannister suscite-t-il de l'admiration même en s'opposant à des personnes puissantes? Parce que les figures qui expriment leur désaccord ouvertement gagnent souvent plus de respect que celles qui sont toujours d'accord. Nietzsche a compris quelque chose de crucial sur la psychologie sociale. Un accord excessif est perçu comme une faiblesse ou une fausse apparence. Quand vous dites toujours « oui », les gens commencent à douter de vos opinions. Quand vous ne contestez jamais, on dirait que vous n'avez pas d'avis propre. Quand vous évitez les conflits à tout prix, cela semble soit de l'insécurité, soit de la manipulation. Le cerveau humain réagit mieux à l'authenticité, même quand elle dérange. Nous préférons une honnêteté brutale plutôt qu'une hypocrisie bienveillante.
Mais il y a une différence entre un désaccord stratégique et une colère d'enfant. Le désaccord stratégique sert la vérité. Je ne suis pas d'accord avec cette approche car je vois 3 problèmes qui pourraient nous nuire. Il propose des alternatives. Il construit à partir du désaccord. La colère d'enfant sert l'ego. C'est faux. Ça ne marchera pas. J'ai déjà essayé ça avant. Elle critique sans rien apporter. La technique du désaccord respectueux fonctionne ainsi. D'abord, reconnaissez le mérite partiel de l'idée. Comprenez la logique derrière cette stratégie. Ensuite, exprimez votre inquiétude spécifique. Mon unique doute concerne la mise en œuvre dans le délai imparti. Enfin, proposez une alternative constructive. Une approche qui pourrait résoudre cela serait de diviser le projet en 2 phases. Cette structure permet de contester sans paraître destructeur. Vous gardez votre authenticité intellectuelle sans créer d'ennemis inutiles. Les gens respectent ceux qui pensent différemment quand cette différence provient d'une réflexion honnête et non d'un besoin névrotique de se démarquer. Le secret est de contester les idées, jamais les personnes. Cette stratégie exprime votre inquiétude, au lieu de dire « vous avez tort ». Quand vous réussissez à garder votre authenticité intellectuelle sans arrogance, quelque chose de puissant se produit. Les gens commencent à apprécier votre opinion précisément parce qu'ils savent que vous ne mentirez pas pour leur plaire. Et cette honnêteté nuancée constitue la base pour intégrer toutes ces techniques dans un système personnel cohérent. Maintenant, vous connaissez les 10 techniques qui transforment la présence en autorité naturelle, mais il y a un aspect encore plus profond dans la vision qu'avait Machiavel du véritable pouvoir, quelque chose que peu comprennent vraiment et qui peut révolutionner non seulement la manière dont vous êtes respecté, mais aussi la façon dont vous construisez une influence durable. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant.